Alpha Blondy pour ce morceau Armée française. Eh bien, Alpha Blondy demande tout simplement à l'armée française de s'en aller de l'Afrique. Nous ne voulons plus d'indépendance sous haute surveillance. Messieurs et dames, bonjour. Merci d'avoir choisi FM Liberté, la radio de la diaspora africaine émettant depuis Chicago. Vous êtes à l'heure de l'émission Visage d'Afrique présentée chaque dimanche à 19h GMT par Bill-Émile Davolk, assisté à la technique d'Eric Alovo. Notre invité aujourd'hui, c'est le docteur Doumbia Major. Il est président du Congrès panafricain pour le renouveau. Avec lui, nous allons ensemble analyser les dessous de la visite de François Hollande en Afrique, une tournée qui a conduit le président français successivement en Côte d'Ivoire, au Niger et au Tchad. Docteur Doumbia Major est donc en ligne avec nous depuis Paris. Doumbia Major, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Bill-Émile Davolk. Et voilà, vous êtes président du Congrès panafricain pour le renouveau. Le président français, François Hollande, a entamé cette semaine une tournée en Afrique, mais le panafricaniste que vous êtes n'est pas visiblement prêt à applaudir cette tournée. Écoutez, monsieur Bill, nous n'avons rien de particulier contre la visite du président français en Afrique. C'est le président d'un pays souverain qui a des rapports de commerce, d'amitié, de coopération avec les autres pays du monde. Et donc, l'Afrique n'étant pas en marge de ce monde-là, c'est tout à fait normal que le président français parte faire des visites en Afrique. Mais ce qui nous dérange dans cette visite, c'est que contrairement à ce qui est dit, une visite officielle pour des questions d'ordre économique, nous constatons que souvent c'est plutôt une visite pour adouber certains dictateurs, comme c'est le cas de Idriss Déby. Et quand vous connaissez aussi la situation en Côte d'Ivoire aujourd'hui, où la réconciliation n'est pas faite, où des prisonniers politiques sont aujourd'hui plus de 700 selon les chiffres qui nous sont donnés, où les libertés sont confisquées, les citoyens et les partis politiques n'ont même pas le droit de manifester aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Si les manifestations ne sont pas suspendues ou interdites par le ministère de l'Intérieur, ce sont des conseils municipaux ou des mairies qui sont poussés à prendre des arrêtés d'interdiction des manifestations. Et donc, il y a dans ce pays un véritable recul démocratique avec une commission électorale indépendante qui est tout sauf indépendante. Donc on dirait une commission électorale dépendante qui finalement n'est qu'un instrument de réélection de M. Ouattara, du président Ouattara. Et les droits de l'homme, la situation des droits de l'homme n'étant pas reluisante, nous ne comprenons pas que François Hollande passe ce déplacement alors qu'en France d'ordinaire on nous dit que nous sommes dans ce que nous appelons le pays des droits de l'homme. Et ce qui nous choque aussi, c'est que dans ces pays et dans nombreux pays d'Afrique, la France arrive pour défendre ses intérêts économiques et stratégiques, et on a tendance à faire croire que la France est présente dans ces pays par humanisme ou par générosité ou par simple amitié, ce qui n'est pas vrai. Et donc souvent ce sont ces vérités-là que nous voulons rétablir, ce sont ces mensonges-là publics que nous voulons dénoncer afin que l'opinion française elle-même soit alertée sur ces questions et que l'opinion africaine et ivoirienne puisse comprendre que le passage de François Hollande
est un passage pour les intérêts de la France, non parce que François Hollande aime particulièrement les Ivoiriens ou parce que Ouattara serait devenu subitement fréquentable. Quand on quitte un pays comme la France, où le droit à la vie des citoyens est respecté, et qu'on arrive à Abidjan, voir M. Ouattara dans un pays où le droit à la vie des citoyens n'est pas respecté, je pense que la moindre des choses, c'est d'attirer le regard du président en question sur ces questions qui sont essentielles. Vous savez, il y a quelque chose qui est très important et qu'il faut garder à l'esprit, n'est-ce pas? C'est que dans ces pays africains-là, surtout dans ces anciennes colonies françaises, le droit à la vie des citoyens n'est pas respecté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des personnes naissent dans un pays, ces anciennes colonies françaises-là, ces pays-là ont des relations économiques avec la France. Ces pays-là, souvent, sont des pays dirigés par des individus qui sont mis au pouvoir ou soutenus militairement par la France. Mais une des réalités, c'est quoi? C'est que les citoyens de ces pays, lorsqu'ils ne travaillent pas indépendamment de leur volonté, ils n'ont pas droit à un minimum de leurs ressources, des ressources de leur pays, pour sauvegarder leur vie. Voyez-vous, c'est-à-dire un revenu minimum pris sur une partie des ressources pour aider, pour assister socialement ceux qui n'ont pas d'emploi ou qui ne travaillent pas indépendamment de leur volonté pour des questions de santé ou des questions de conjoncture économique. François Hollande, chez lui, en France, les citoyens qui sont au chômage ont droit à un RSA, revenu de solidarité active ou un revenu minimum d'insertion RMI. Mais quand il va en Côte d'Ivoire et qu'il n'y a pas de revenu minimum, et que les citoyens qui ne travaillent pas indépendamment de leur volonté sont contraints à la mendicité, quand les citoyens qui sont en Côte d'Ivoire, au Togo, au Bénin et au Tchad, au Niger, sont contraints à la mendicité quand ils n'ont pas d'emploi, ils ne peuvent pas se soigner avec l'aide de leur pays, donc avec les ressources de leur nation. Ces ressources-là sont partagées généralement entre une oligarchie ou une classe politique locale et les intérêts occidentaux et autres. Donc pour nous, c'est un peu choquant qu'on marche, on piétine ces droits essentiels qui sont les droits à la vie, pour aller faire croire que tout est normal dans ces pays-là et que tout tourne comme dans le meilleur des mondes possibles. C'est ce qui nous choque et c'est ce qui nous amène à pouvoir alerter et tirer la sonnette d'alarme sur ces voyages qui peuvent être, n'est-ce pas, des rendez-vous de cautionnement des dictateurs africains. Cette tournée, vous l'avez dit, a commencé par une visite d'État en Côte d'Ivoire, où la France a une forte présence militaire officiellement sous mandat de l'ONU. Pensez-vous, Dr Doumbia Major, que la Côte d'Ivoire est assez stable sur le plan sécuritaire et n'a plus besoin des troupes françaises? Écoutez, si vous voulez, pour moi, la France n'a pas normalement des raisons d'être dans ces pays. Qu'est-ce qui amène la France à être présente en Côte d'Ivoire, au Tchad, au Mali, au Niger et autres? Est-ce que parce que la France aime particulièrement les Africains? Qu'est-ce qui amène la France dans ces pays? Moi, je veux bien savoir. Parce que ces pays-là ne font pas partie du territoire français. Ces pays sont dits des pays indépendants. La France n'aime pas particulièrement les Africains, plus que les Koweïtiens, plus que les Syriens, plus que les Iraniens, plus que on va dire les Espagnols. Ça, c'est une réalité. Et donc, quand il y a des troupes dans des pays et que c'est pour prévenir des troupes, pourquoi la France ne va pas prévenir des troupes en Palestine? Pourquoi elle ne va pas prévenir des troupes en Syrie?
Pourquoi il ne va pas prévenir des troubles, n'est-ce pas, en Tchétchénie ou en Ukraine? Non. La France est présente en Afrique, qui sont des espaces que l'on peut considérer aujourd'hui comme une sorte de précaré, où elle arrive dans un élan militariste pour défendre ses intérêts. Les Français nous avaient fait croire qu'ils étaient en Côte d'Ivoire comme troupes d'interposition, mais aujourd'hui on constate que c'est plutôt une présence d'appui à un régime qui est là, qu'on aide à faire du ratissage contre des adversaires, qu'on aide en lui fournissant des renseignements pour le stabiliser. Et donc, sous le couvert de mandats onusiens ou d'accords de défense anciens, on est présent là pour faire une politique qui va dans le sens de la protection et de la défense des intérêts de la France en Côte d'Ivoire et en Afrique de manière générale pour les autres espaces où la France est présente. Et vous savez, François Hollande, qui j'aime bien la sincérité avec laquelle il parle, lorsque il disait lors de son discours à Abidjan que la France est en Côte d'Ivoire pour prendre sa part, venu avec des chefs d'entreprise, oui, pour prendre la part de la France dans les richesses de la Côte d'Ivoire. Donc François Hollande est sincère, c'est aux Ivoiriens de comprendre que l'armée française qui est chez eux n'est pas là pour défendre les Ivoiriens, mais plutôt pour prendre la part de la France dans les richesses de la Côte d'Ivoire. Et les richesses de la Côte d'Ivoire sont énormes. Quand le président Ouattara les cite en quelques mots, il nous parle de 3 milliards de tonnes de fer, il nous parle de 3 milliards de tonnes de nickel, il nous parle de 1 milliard 200 millions de tonnes de bauxite, il nous parle de 100 000 carats de diamants, et il nous parle d'un pays qui a un potentiel de minéralisation aurifère qui est l'un des plus, on va dire, grands en Afrique de l'Ouest, avec une main d'œuvre bon marché, où les citoyens sont payés à 25 centimes de l'heure, voyez-vous. Et donc, c'est un pays où la France arrive pour prendre des marchés sur le plan des travaux publics, au niveau de l'eau, au niveau de la construction des ponts et des routes, au niveau de l'électricité, des télécommunications. Donc c'est un marché pour la France. Voyez-vous, donc je vais juste m'arrêter là pour dire que la présence de l'armée française, elle n'est pas particulièrement souhaitée par les Ivoiriens. Non, elle n'est pas souhaitée par les Ivoiriens. Elle est certainement souhaitée par le président Ouattara qui a besoin de cette armée comme force d'appoint. Sinon l'armée française n'a rien à faire en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont suffisamment grands pour régler leurs problèmes démocratiques sans que l'un des camps ait l'impression qu'il est plus fort parce qu'il a le soutien de l'armée française qui aujourd'hui a un rôle de force d'appoint au régime. L'armée française est également présente au Mali où l'opération Serval a cédé sa place à Barkhane. Néanmoins, si AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique semble neutraliser, le mouvement national pour la libération de l'Azawad garde toujours la tête haute. Pourquoi la France ne combat pas farouchement le MNLA? Vous savez, sur la question du MNLA et de l'intervention française Serval, avant même que l'intervention n'ait lieu, j'avais produit un test, un document que vous pouvez trouver sur Internet, dans lequel je disais que l'armée française va intervenir au Mali, mais elle va laisser une poche militaire résiduelle qui sera utilisée comme moyen de pression sur les autorités maliennes. Et c'est ce qui est arrivé. L'armée française a aidé au nettoyage des zones qui étaient contrôlées par AQMI, Moujao et le MNLA
mais il a maintenu, elle a maintenu l'armée française, elle a maintenu dans le nord, dans la région de Kidal et dans les régions montagneuses, le MNLA qui est protégé, sanctuarisé. Maintenant, pour comprendre les mobiles de tout ce genre de comportement de l'armée française, il faut savoir que l'armée française n'est pas allée au Mali pour aider les Maliens. L'armée française est allée au Mali pour défendre ses intérêts. Voilà. Et donc, j'ai souvent tendance à dire que le MNLA lui-même, il est la création de l'ancien régime en France, les Alain Juppé et autres qui demandaient, lorsque ces choses-là commençaient, de discuter avec le MNLA. Et vous savez, pour vous convaincre de ces choses-là, nous qui avons un peu d'expérience dans ces affaires militaires et autres, nous savons qu'il y a des lois en France qu'on appelle des lois antiterroristes. Je sais que ces lois-là ont été adoptées en 2003 et à l'époque, il y a un département de justice de la France qui était dirigé par le juge Bruguière qui s'occupait de cela. Et donc, cette loi antiterroriste fait qu'il ne peut pas avoir normalement de coup d'État, de rébellion ou d'action de déstabilisation d'un pays ami qui vient de la France, à partir de la France. Voyez-vous? Et donc, quand des groupements ou des activistes sont en France et qu'ils mènent ce genre d'action, ils tombent sous le coup de ce qu'on appelle la loi antiterroriste. Mais quand vous regardez la situation du MNLA, vous avez vu que c'est sur France 24 que le MNLA, à la limite, a fait sa déclaration d'indépendance de l'Azawad. Ça, ce sont des faits historiques. Et France 24, c'est une télévision publique française qui fait partie du groupe Radio France, l'ancienne radio coloniale, et qui a été mise en place, je crois que c'est en 2007, par Jacques Chirac, qui considérait cette radio, selon ses propres dits, comme un espace pour donner le regard français sur l'actualité. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et donc, le MNLA a donc été biberonné à la limite en France, a eu des positions qui ont été partagées par un certain nombre d'autorités françaises. MNLA passait sur des télévisions comme BFM et d'autres télévisions qui sont des propriétés de certains capitalistes français qui sont bien connus. Et donc, si la France n'était pas du tout d'accord avec le MNLA, ben écoutez, ce que vous avez vu là ne serait pas fait. Voilà, ça aussi ce sont des réalités que vous ne devez pas perdre de vue. Et ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que quand il y a eu l'action au Mali de l'Azawad, il s'est fait qu'il y a eu des groupes incontrôlés par les autorités françaises qui sont entrés dans la danse. C'est le cas de Moujao, c'est le cas des ATMI, qui sont des groupes qui ont réussi à contrôler, à battre les rebelles, les Touaregs du MNLA sur le terrain, et ils se sont imposés, qui sont des groupes islamistes qui étaient un peu gérés, alimentés par des pays comme le Qatar et autres, et d'autres groupements qui venaient de la Libye, mais qui avaient une idéologie différente de l'idéologie très, comment on appelle, tiède du MNLA et qui était moins contrôlable. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque ces groupes-là, à un moment donné, ont commencé à descendre sur Bamako, la France a vu que ces groupes incontrôlés-là allaient prendre tout le pays et ils perdaient automatiquement toutes les affaires qui étaient dans ce pays. N'oubliez pas que la France est présente et que c'est elle qui gère les mines d'or qui sont au Mali. C'est elle qui gère la question de l'eau avec SOR, avec, comment on appelle, France Télécom devenu Orange qui gère le secteur de la téléphonie, et donc ce sont des intérêts colossaux de la France au Mali, sans oublier les mines d'uranium découvertes, les mines de Faléa, qui sont des réserves qu'on considère ici en France comme des réserves pour les générations futures. Voyez-vous, et donc c'est pour éviter que ce pays ne tombe entre les mains d'islamistes et de groupes incontrôlés que la France a fait cette intervention sans même attendre le feu vert ou l'aval de l'ONU. C'est après qu'on a cherché l'aval de l'ONU, mais il fallait parer au plus pressé. On a fait demander au Mali une intervention
pour dire que c'était à l'appel du peuple malien, mais la réalité c'est que la France, avec l'appel ou sans l'appel du peuple malien ou du président malien qui était là, la France aurait fait cette intervention pour stopper le Moujao en sardine et AMI. Et une fois que cela a été fait, avec l'opération Serval, les rebelles qui sont plus contrôlables, le MNLA, qui avait, on va dire, une sorte d'agreement, d'accord, avec un certain nombre d'autorités de certains services français, a été protégé dans sa zone. Et cette protection fait que le MNLA aujourd'hui est utilisé comme force de pression pour signer des accords tels que les partenariats de défense nouveaux qu'ils veulent faire signer pour garder des intérêts économiques intacts et pour éviter que ce pays-là n'échappe, en tout cas au niveau de ses réserves en matière première, n'échappe donc à la France. Voilà donc des réalités que les Africains doivent comprendre, et ce sont des réalités parfois cachées à l'opinion française elle-même et à l'opinion africaine qui se promènent avec des petits drapeaux bleu, blanc, rouge pour dire merci à la France, mais derrière l'une des réalités c'est que la France n'est pas là pour les beaux yeux des Africains, mais pour défendre ses intérêts. Et la preuve, si les Français aimaient tant les Africains qui sont en France auraient un traitement particulier. Mais ce n'est pas le cas. Ce sont des citoyens qui vivent la misère pour certains, qui sont au chômage pour d'autres, qui subissent le racisme au quotidien en France. Et si la France aimait tant intervenir pour sauver des pays, elle serait partie en Irak ou en Syrie actuellement, ou même en Ukraine, pour aider à mettre en place, à remettre l'ordre dans ces pays. Donc il n'y a pas d'intervention humaniste de la part de la France. Il y a des interventions pour défendre les intérêts stratégiques, les intérêts économiques, les intérêts industriels de la France. Parce que la France vit de ces ressources-là, et la France vit des marchés qu'elle a dans ces pays-là. Donc c'est des choses qu'il faut savoir. Et pour moi, c'est de bonne guerre que la France agisse comme ça, parce qu'il y a des citoyens en France qui ont besoin d'être nourris, qui ont besoin d'être soignés, qui ont besoin d'être chauffés, et donc on a besoin en France d'électricité, on a besoin en France de gaz et de pétrole pour permettre aux industries, pour permettre au transport, pour permettre au secteur économique de tourner. Et donc si ces ressources-là on peut les avoir, les Français bien entendu peuvent les avoir à vil prix dans des pays africains où ils mettent en place des chefs d'État qui leur sont favorables ou qui permettent qu'ils aient ces marchés et ces ressources, c'est de bonne guerre qu'ils le fassent. C'est aux Africains. Justement, parlant de l'électricité, on sait que la France a assez de réacteurs nucléaires et il faut l'uranium pour tourner ces réacteurs. Au Niger, où la compagnie française arriva à une mainmise sur l'exploitation de l'uranium, la position de la France est assez floue par rapport aux rebelles Touaregs du Sahel. Y a-t-il selon vous une duplicité? Vous savez, je réserve la réponse à cette question-là. Je vous demanderai de me la rappeler tout à l'heure dans sa formulation. Mais ce que je voulais dire pour l'opinion publique africaine et pour nos frères de la diaspora, c'est qu'il faut comprendre que depuis les indépendances, et d'ailleurs pourquoi est-ce que la France a lâché les pays africains après 45 jusqu'en 60. C'est vrai, les gens nous diront qu'il y a eu des guerres, des indépendances, tout, c'est une réalité. Il y a eu la pression de l'ONU et des États-Unis qui ont voulu que la France lâche ces pays-là qui étaient des précarés, que tout le monde puisse commercer avec ces pays, et que les droits de l'homme puissent être, qui sont en France, puissent être généralisés à ces pays, parce que l'opinion publique des années 45 jusqu'aux années 60 n'acceptait plus qu'il y ait à l'intérieur d'un même empire, l'empire français, des citoyens qui avaient des droits et les autres qui étaient des secondes zones qui n'avaient pas les mêmes droits que ceux qui étaient en métropole. Et donc, Chirac, Chirac de Gaulle a dit à l'époque qu'il donnait les indépendances parce que la France ne pouvait pas faire face
à son devoir, ses obligations régaliennes pour chaque citoyen indigène qui faisait partie de l'Empire français. Et donc, il fallait donner l'indépendance à ces pays-là, ces soi-disant pays, mais garder les acquis économiques de la France intacts en termes de ressources que la France prenait dans ces pays pour son développement, en termes de commerce que la France faisait avec ces pays, et souvent aussi en termes de contrôle d'une partie de leur souveraineté par la monnaie. Par exemple, le franc CFA, le franc des colonies françaises d'Afrique. Donc, voyez-vous, ces indépendances-là ont été données aux pays africains en prenant le soin de faire en sorte que ceux qui dirigent ces pays soient des personnes qui soient favorables à la France et aux intérêts français. Et donc les référendums étaient des référendums pour détecter ceux qui sont, on va dire, pour la communauté française ou ceux qui sont contre la communauté française. Et de manière générale, c'est pour la communauté française que beaucoup de nos chefs d'État ont appelé à voter, ceux qui étaient nos chefs d'État, ceux qui étaient opposés à la présence de la communauté française, donc qui garantit les intérêts de la France, ont été pour beaucoup assassinés, tués, et vous savez ce qui s'est passé. C'est en Guinée que ce Touré a pu faire dire non. Et vous avez vu, au Comores aussi et Mayotte, la partie, donc de façon majoritaire, les Comoriens avaient dit non, et la partie qui avait dit, les îles du Comore, la partie qui avait dit oui a été scindée en faveur de la France, alors que logiquement c'est le résultat général qui devait être pris. Mais bon, la France avait besoin de cette partie-là, elle a réussi à récupérer. Donc, pour vous dire que ces indépendances-là ont été données, ces semblants d'indépendance ont été donnés, et on a maintenu à la tête de nombreux de ces pays des chefs d'État, des présidents qui étaient favorables à la France, et on a signé des accords militaires, des accords donc, de coopération pour les appuyer et les maintenir au pouvoir. Et vous avez vu ce que ça a donné, les partis uniques avec des présidents qui ont fait 10, 20, 30 ans de pouvoir, donc de 60 jusqu'à dans les années 90 ou dans les années 2000 pour certains, donc avec une armée française qui servait de force de protection de ces chefs d'État-là, qui n'ont d'ailleurs pas mis en place de véritables armées nationales indépendantes et souveraines, mais qui se laissaient contrôler par la France, surveillés par la France et aidés militairement par la France, parce que bon, ils étaient là comme des serviteurs des intérêts de la France. Voyez-vous? Et donc, à partir des années 90, la France va décider de changer son dispositif, parce qu'il y a eu une sorte de prise de conscience, il y a eu des écrivains, des intellectuels africains qui ont commencé à dénoncer ces choses, il y a eu la mauvaise conscience aussi à partir de l'opération turquoise qui a mis la France dans une situation de complicité de génocide au Rwanda, et donc tous ces soulèvements, ces prises de conscience ont amené les Français à dire qu'il fallait qu'ils réadaptent leur présence en Afrique. D'où les décisions de démantèlement de certaines bases, de réduction de certaines bases, et pour, n'est-ce pas, garder une présence qu'on dirait minimum. Mais il faut dire que cette présence minimum qu'on avait décidé de garder désormais était aussi due au fait que les Français savaient qu'ils avaient désormais les moyens de maintenir leurs intérêts sauvegardés tout en étant présents de façon moins visible qu'avant. Parce qu'ils ont des nouveaux dispositifs d'observation, notamment les constellations de satellites Galileo, par exemple, le projet Galileo, qui permet à l'armée française, qui a un volet militaire, qui permet à l'armée française de pouvoir observer les théâtres d'opération, de pouvoir même détecter des présences ou des positions. Donc le dispositif Galileo est un dispositif un peu européen ou français, comme le GPS, pardon.
c'est ça, américain. Voyez-vous, c'est ça. Donc comme le GPS américain, je ne me suis pas trompé. Et donc, ce dispositif-là permet désormais aux Français de pouvoir observer du haut de 23 000 mètres d'altitude, de pouvoir observer les théâtres d'opération. Donc ils n'ont plus besoin forcément d'être présents sur les théâtres eux-mêmes. Il suffit de dire aux chefs d'État qu'on soutient que les adversaires se trouvent à telle position, on leur donne des photos satellites, on leur donne des mouvements des troupes, et ça permet déjà de faire la différence au profit du chef d'État qu'on soutient ou d'une rébellion qu'on soutient dans le cas où on veut dégommer un chef d'État qui est devenu incontrôlable ou qui est contre les intérêts de la France. Voyez-vous, et donc il y a eu une réadaptation du dispositif français, réadaptation qui apparaît dans les nouveaux accords où ce qui est mis en avant désormais ce sont les échanges d'informations. Et les informations comprennent donc les informations des données satellites, les informations d'écoute téléphonique et les informations des drones, par exemple, qui, n'est-ce pas, peuvent donner des informations sur les théâtres d'opération en temps réel. Voyez-vous, donc ce sont ces adaptations ou ces réadaptations qui sont faites, mais qui vise toujours à rester là et à défendre les intérêts de la France, parce que la France a besoin de ces pays pour son économie, pour la stabilité économique et pour éviter aussi qu'il y ait des troubles dans, comme on appelle, en France. Parce que voyez-vous, si, parce que, et je le dis souvent, et c'est ce qui s'est passé en Libye, Kadhafi est un monsieur qui avait décidé d'utiliser le système capitaliste contre les Occidentaux. Ça veut dire quoi? Il a mis en place un fonds souverain libyen. Et ce fonds souverain libyen, donc, était une sorte de tirelire qui gardait une partie des bénéfices de la vente du pétrole. Et ces bénéfices étaient utilisés pour l'achat d'industries, pour l'achat des hôtels, pour l'achat des stations-service partout en Afrique, vous avez vu, pour le développement des compagnies d'aviation nationale, le développement d'usines d'automobiles. Et donc, Kadhafi était dans un élan, dans un schéma de mise en place d'un capitalisme libyen qui pouvait se passer de la vente du pétrole désormais. Et donc, les Occidentaux, la France et autres ont compris que si Kadhafi venait à fermer les puits de pétrole parce qu'il avait suffisamment d'argent et qu'il avait réorienté ses activités vers le commerce, vers l'industrialisation et vers un capitalisme comme celui qui se pratique en Europe, cela était un danger pour les Occidentaux de manière générale et pour la France en particulier, parce que le pétrole fermé va agir sur le coût du pétrole au niveau mondial et les transports, les entreprises qui vivent ou dont les activités dépendent du pétrole vont voir les coûts de production s'élever et automatiquement ça crée un système d'inflation. Il faut réadapter les salaires et donc Kadhafi était devenu un danger véritable pour les Occidentaux, pour la France. Et donc à partir de là, en dépit du fait qu'on avait déjeuné de manière pompeuse avec Kadhafi, on ne s'est pas gêné pour trouver des arguments farfelus pour aller le tuer, détruire les infrastructures libyennes et mettre le pays dans une situation de désordre où on continue de prendre le pétrole pour maintenir la stabilité des prix. Et puis bon, voilà, tout le monde est content et voilà, c'est ça aussi une des réalités. Donc, pour revenir à votre question, je vous donne maintenant la possibilité de la poser. Si vous venez de nous rejoindre sur les www.fmliberté.com ou sur le 312 348 59 69 ou alors sur Tuning Radio, sachez que vous êtes à l'heure de l'émission Visage d'Afrique présentée par Bill-Emile Davolk. Notre invité aujourd'hui c'est Dr Doumbia Major, président du Congrès panafricain pour le renouveau. Avec lui, nous débattons des dessous de la visite du président François Hollande en Afrique. Dr Doumbia Major, après la Côte d'Ivoire, François Hollande s'est rendu au Niger et au Tchad où il a visité la base française de conseiller, futur dispositif de Barkhane. Après 23 ans de pouvoir, on a l'impression que le président tchadien
tchadien Idriss Déby est devenu un élément clé de la France-Afrique? Écoutez, Idriss Déby, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, je crois qu'en 2007, vous avez vu quand il a fait son passage en force pour se maintenir au pouvoir en dépit de la Constitution qui lui interdisait d'avoir un mandat en plus. Idriss Déby, à un moment donné, a voulu s'affranchir de la tutelle française en donnant des marchés aux Chinois et tout ça. Vous avez vu ce qui s'est passé. C'est au moment où, poussé par le peuple tchadien, il avait fait mettre en prison les humanitaires de l'opération de l'association Acte des Zoé, qui avait écopé de 8 ans de travaux forcés au Tchad. Et donc, dans cette tentative d'affranchissement vis-à-vis de la France, les Français lui ont montré d'une certaine façon qu'ils ne pouvaient pas s'affranchir d'eux. Ils ont laissé une rébellion l'attaquer, encadrée jusqu'au niveau de la capitale où la résidence présidentielle même a été encerclée par les forces rebelles. Voyez-vous? Et ces forces rebelles, à la dernière minute, pendant qu'Idriss Déby était là et qu'on lui faisait signer les accords de renouvellement des puits et des contrats pétroliers et autres contrats dans le pays, et quand il a fini de signer ces accords et qu'il s'est engagé à libérer ces humanitaires français qui étaient condamnés par la justice tchadienne, que la France a donc décidé de repousser ces rebelles-là jusqu'aux frontières. Et vous avez vu comment ça s'est passé. Voyez-vous? Et après cela, bon, Idriss Déby, désormais, il se tient à carreau. Il participe activement à tout ce que fait la France, dans la sous-région ou ailleurs. En tout cas, c'est quelqu'un qui a compris que pour rester au pouvoir, il avait besoin de la bénédiction de la France et je pense que ça lui réussit très bien. Voyez-vous? Et donc, il donne son pays aujourd'hui comme le siège de l'opération Barkhane. On nous fait savoir qu'il y aura à peu près 3000 hommes pour surveiller les activités terroristes. Mais qu'est-ce que la France a à surveiller les activités terroristes en Afrique? Il y a des pays africains qui sont là-bas, chacun surveille sa frontière. Ce n'est pas à la France d'aller se positionner dans nos pays. L'Union africaine est là. Si la France veut aider ou si elle veut lutter contre le terrorisme, ce n'est pas en instaurant ses bases, c'est en aidant les armées de l'Union africaine à se mettre en place et non par la présence de soldats français sur notre continent qui sapent notre désir de souveraineté, qui est une humiliation pour notre peuple. Nous autres qui vivons en Europe. Il y a justement des accords de défense entre la France et beaucoup de pays africains. Oui, mais ces accords de défense-là ne sont pas des accords qui doivent continuer aujourd'hui au XXIe siècle pour maintenir ces armées-là dans nos pays. Ces armées qui soutiennent des dictatures et des dictateurs. Comment François Hollande, lui-même qui va en Afrique, qui retrouve un président là-bas qui est depuis combien d'années au pouvoir et qui ne veut pas quitter le pouvoir. S'il avait un peu de respect pour les Africains, il n'amènerait pas son armée soutenir un tel individu. Voilà. Mais quand tant que ça concerne les Africains, on n'en a rien à cirer et ils peuvent être martyrisés, ils peuvent être dirigés par des sortes de petits rois, des rois télé qui restent au pouvoir de manière indéterminée, mais on continue d'avoir des rapports normaux de commerce et d'affaires avec ces pays-là, avec ces rois télé. Voyez-vous, ce sont des dictatures, qui ne sont pas installées là avec l'accord et l'assentiment du peuple. Ce sont des individus qui sont au pouvoir, maintenus au pouvoir, soutenus au pouvoir par l'armée française. Et donc, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Pour moi, la France ne devait pas cautionner ces individus qui violent les droits de l'homme dans leur pays. Idriss Déby qui fait disparaître des opposants. Jusque-là encore, on a de nombreuses affaires de disparition d'opposants au Tchad, mais ça, la France ne tient pas compte quand François Hollande se rend là-bas. Le cas de la Côte d'Ivoire, où François Hollande va se faire rendre l'honneur militaire par des forces républicaines de Côte d'Ivoire qui sont accusées d'avoir tué plus de 700 personnes par
une commission d'enquête mise en place par Ouattara lui-même. Bon, un président d'un pays qui prétend être un pays de droits de l'homme, qui va recevoir le salut militaire par des individus qui sont poursuivis par la justice internationale, soupçonnés par la justice internationale d'avoir commis des crimes les plus affreux qui puissent exister. Pour certains, ont mis des centaines de personnes dans des conteneurs qu'ils ont exposés au soleil. Toutes ces personnes-là sont mortes. C'est le cas de Fofié Kouakou, qui est jusqu'à aujourd'hui sous sanction de l'ONU pour ces crimes-là. C'est aussi une armée des FRC, plus de 700 morts dans la zone de Djokwe et tout. Il y a eu une impunité, aucun de ces chefs de guerre n'a été puni. Et le chef militaire de ces personnes-là, aujourd'hui, a fait une conversion vers des espaces politiques, le Parlement. Et bon, François Hollande qui va saluer tout ça, et voilà. Donc, vous avez un président français qui n'a plus de la situation des droits de l'homme, des questions d'impunité, des questions de liberté confisquée qu'il y a en Afrique. Pour lui, ce qui compte, c'est la défense des intérêts matériels, des intérêts stratégiques de la France, que ces Africains-là tuent tous leurs compatriotes, on n'en a rien à foutre, que ces Africains-là donnent un revenu minimum ou qu'ils ne le donnent pas à leurs concitoyens, on n'en a rien à foutre. Les pays africains sont des pays où les citoyens, pour nombre d'entre eux, vivent en esclavage, alors que ces pays-là ont des ressources qui, si elles étaient bien gérées, elles étaient bien partagées, permettraient à chacun d'avoir au moins le minimum vital pour vivre de manière digne. Cette dignité n'est pas respectée, mais les autorités françaises, le président français, n'en a rien à foutre. Il se rend dans ces pays-là pour défendre ses intérêts, et il ira dans d'autres pays africains qui peuvent être des dictatures, mais tant que ses intérêts sont préservés, sauvegardés, que ces entreprises continuent de ramener de l'argent et des ressources en France, ben ce sera tant mieux pour lui. Les Africains n'ont qu'à se défendre eux-mêmes. Vous venez de le mentionner, le volet important de la tournée africaine de François Hollande est la signature des accords de partenariat économique. On sait que l'Afrique a un sous-sol très riche, doublé d'un potentiel humain considérable, mais peut-elle vraiment amorcer un réel décollage économique sans forcément le coup de pouce de l'Occident et des institutions de Bretton Woods? Vous savez, j'aime à dire que ce que les Français font en Afrique, tout le monde peut le faire. Nous pouvions le faire si nous avions une avancée scientifique et militaire sur la France. Nous pouvions aller en France, aller à Bonneuil-sur-Marne, aller à Ivry-sur-Seine, aller à Sarcelles ou dans d'autres banlieues, détecter des voyous, détecter des mégalomanes, détecter des voleurs et les mettre au pouvoir, leur apporter une assistance, un appui militaire pour mater leur population, pour mater les individus qui veulent le bonheur véritable de leur peuple, tant que ces personnes-là, ces voyous-là, peuvent nous donner une part des ressources de la France pour notre économie. C'est le schéma qui est mis en place. Les Africains n'ont pas besoin de la France pour amorcer leur développement. C'est la France qui a besoin des Africains pour maintenir son avancée sur le plan économique et sur le plan industriel, parce qu'elle a besoin des ressources qui viennent d'Afrique. Elle a besoin de l'uranium du Niger. Vous l'avez dit tout à l'heure, avec une taxe à 5% sur l'uranium, qui, selon les dernières informations que nous avons, serait passé à 12%, mais voyez ce que c'est. Voyez ce que c'est. Et donc, cet uranium-là, qui va alimenter les centrales thermiques et les centrales nucléaires en France, et vous savez que c'est de la fission de l'atome d'uranium que est produit de la chaleur qui est utilisée pour produire de l'électricité. Donc, chaque matin qu'un Français va au travail en train ou en métro, il utilise de l'uranium qui provient soit du Gabon, soit du Niger, soit d'autres pays africains où Areva, ancienne Kojima, est implanté. Voyez-vous, toutes les usines qui sont en France, qui utilisent l'électricité pour
le développement de la France sont des usines qui sont alimentées avec une électricité moins chère parce que cette électricité-là est prise à vil prix dans les pays africains. Et il en est de même pour le pétrole avec la présence de Total, des Elf, et vous savez ce qui s'est passé un peu au Congo avec la mise au pouvoir de Sassou contre les Souba et la présence des Elfes dans tout ce qui s'est passé. Donc, voyez-vous, avec des MiG, on a dégommé un président, on en a mis un autre. Bon, bref, voyez-vous, c'est par ce militarisme-là que la France entretient une grande partie de son économie, ses industries, a besoin de matières premières. Il faut bien, Major, essayer de repositionner un peu votre récepteur pour une parfaite condition d'écoute. Donc, je disais que c'est dans ce militarisme que la France alimente ses industries avec de l'énergie électrique, qui veut de l'énergie nucléaire, qui avec le pétrole, et donc qui lui permet d'avoir les matières premières stratégiques et d'autres matières premières pour ses industries, le coton et tout ça. Voyez-vous, donc c'est la France qui a besoin de ces pays, et elle a besoin qu'à la tête de ces pays, il y ait des individus qui garantissent les intérêts de la France et lui permettent d'avoir accès à ces ressources importantes pour son industrie et ces ressources stratégiques à vil prix. Voilà. Donc à partir du moment où vous avez des ressources stratégiques à vil prix, des ressources qu'il faut pour votre énergie à vil prix, vous pouvez dégager des marges bénéficiaires, avoir un PIB de 3, 4, 5, 6 chiffres, mais la réalité c'est quoi? C'est que les ressources qui permettent l'industrialisation de la France viennent en grande partie des pays africains et sont des ressources acquises à des prix qui ne permettent pas aux Africains d'en tirer fortement un profit qui pourrait apporter un bien-être aux populations sur le terrain. Donc il y a la misère qui est entretenue, il y a la pauvreté qui est entretenue, il y a les ressources qui sont prises au peuple au profit de quelques dictateurs qui vivent dans un luxe insolent, et une partie de ces ressources-là viennent en France. Et je pense que, pour moi, je trouve que c'est de bonne guerre. La France est dans son rôle, je ne lui en veux pas. Je pense que c'est aux Africains de prendre conscience que l'avancée de la France est une avancée fragile qui part de leur ignorance et qui part des ressources qui sont prises sur leurs différents territoires. C'est à eux de résorber cette ignorance en cherchant à acquérir le savoir, les technologies et les sciences, ce qui va leur permettre déjà de pouvoir produire les produits industriels que les Français produisent, ce qui va leur permettre de pouvoir fixer les prix de leurs produits et leurs matières premières, et en demandant à ce qu'il y ait une sorte d'équité dans les échanges, et ce qui va leur permettre d'avoir une indépendance véritable avec la fin des arnaques comme la question du CFA, où les pays africains sont obligés de mettre une partie de leur argent sur ce qu'on appelle des fonds d'opération ou des comptes d'opération en France. Voyez-vous toutes ces inepties qui sont encore permises sur notre continent, avec à la tête nos chefs d'État qui en réalité sont pour beaucoup d'entre eux des sortes de marionnettes. Sur la question du CFA, il y a l'idée d'une monnaie unique africaine que beaucoup de dirigeants évoquent souvent. Est-ce que l'Afrique est prête pour une monnaie unique sans l'aide de la France? Je vous dis encore, l'Afrique n'a pas besoin de l'aide de la France. L'Afrique n'en a pas besoin, les Africains sont déjà à terre. Avec ou sans l'aide de la France, ils ne peuvent qu'aller de l'avant, ils ne peuvent pas régresser puisqu'ils ne sont déjà à terre. Quand on est à terre, on ne peut pas tomber. Celui qui est debout qui tombe, les Africains sont déjà à terre. La preuve, quand il y a les crises économiques dans le monde, généralement ils ne sont pas affectés parce que, bon, écoutez, c'est des gens qui n'ont pas de droits. Ils n'ont pas de droits de santé, ils n'ont pas de droits vitaux, ils n'ont pas de droits de logement. Qu'est-ce que vous voulez? Tout est à conquérir sur ce continent
toutes les libertés sont à conquérir, tous les droits sont à conquérir, et donc on n'a pas besoin de la France pour avoir ces droits. On a fait combien d'années de coopération avec les Français sans avoir ces droits? Ce n'est pas maintenant que les choses vont changer. Pour avoir une monnaie, pour avoir une souveraineté de nos États, on n'a pas besoin de l'assistance de la France qui gère aujourd'hui notre monnaie comme, je vais dire, un mafieux pourrait administrer des individus qui sont sous son contrôle. Pour moi, l'Afrique n'a pas besoin de la France pour amorcer son développement. On peut maintenir une coopération, mais une coopération honnête, une coopération dans le respect de la dignité des différentes parties. Il faut mettre fin à ces discours de mensonges, éclairer suffisamment les populations pour que celles-ci puissent comprendre que la France, dans ses rapports avec l'Afrique, n'est pas forcément sincère et toujours sincère. Pour conclure, la France-Afrique appartient-elle au passé comme l'avait déjà affirmé l'ancien président français Nicolas Sarkozy? La France-Afrique n'a jamais appartenu au passé, même sous Sarkozy. La France-Afrique est toujours, en termes de relations entre la France et l'Afrique, est toujours vivace. Elle se renforce, elle s'adapte et se réadapte. Mais la France-Afrique n'est pas du passé et tel que les choses se font avec aujourd'hui le rapport Védrine qui dit que l'Afrique est une chance pour la France, tel que vous voyez les opérations Barkhane et les opérations telles que Bicol qui prennent une autre forme en Côte d'Ivoire et d'autres opérations qu'on voit à Sangaris et ailleurs en Centrafrique, vous comprenez que l'intervention et le militarisme français en Afrique est loin d'être du passé. Mais ce que je tiens à vous dire, c'est que pour la France, c'est une chose normale. Les Français, et c'est De Gaulle, je crois qu'il le disait, la France n'a pas d'amis, la France a des intérêts à défendre. Aujourd'hui, les pays africains sont dans un type de rapport incestueux avec la France et à mon sens il doit pouvoir se libérer de cet inceste et ça doit se faire, je pense que par la mobilisation déjà de tous les intellectuels qui doivent pouvoir faire en sorte que le discours dominant sur ces questions soit des discours de vérité. Je dis la vérité, nous vivons en France. On aurait pu dire que nous profitons d'une certaine façon, que nos enfants profitent des casses que la France fait à l'étranger. Et notre prise de conscience, notre dénonciation de ce genre d'action pourrait être vue comme des gens qui crachent dans la soupe commune. Voyez-vous? Mais quand nous regardons, nous disons, est-ce qu'il faut laisser un système se perpétuer? Il faut laisser un système qui met nos compatriotes africains en esclavage se perpétuer sous prétexte que, écoutez, nous, de toutes les façons, nous avons une part de l'action de la France parce que nous vivons en France. Non, nous, à un moment donné, on s'est dit, il faut faire un choix, il faut demander autre chose, il faut demander une coopération plus équitable, plus respectueuse des droits des Africains et que le changement puisse advenir sur notre continent qui a le droit au développement, qui a le droit au respect des droits de l'homme et où les citoyens ont le droit de pouvoir bénéficier du respect de leur droit à la vie en leur donnant des ressources au niveau social pour leur permettre de vivre, de garder leur dignité au cas où la conjoncture économique, des crises de l'emploi ou des handicaps et maladies et tout ce qu'on appelle les risques sociaux font qu'ils ne peuvent pas travailler. Ça, ce sont des droits pour nous qui sont des droits fondamentaux. Mais tant que cela n'est pas fait, nous serons dans la dénonciation de ce qui s'est fait. Ce n'est pas que nous soyons particulièrement contre François Hollande ou contre des Français. Bien au contraire, nous avons des amis français, nous avons des amis socialistes. Mais ce que nous disons, c'est qu'il faut revoir nos coopérations. Parce que c'est facile. C'est facile de partir dans des pays, de détecter dans des pays, comme je vous l'ai dit, des personnes au profil pathologique et de les mettre à la tête des États. Quand vous voyez les pays africains, quels sont les individus qui généralement sont mis au pouvoir?
ce sont des individus souvent qui sont des malades mentaux, des mégalomanes, qui sont des personnes qui ont une sorte de délit maladif de grandeur. Des personnes qui pensent qu'elles sont nées pour être des chefs, qui ont une surestimation d'elles-mêmes. Donc nous avons affaire souvent à des gens qui sont dans des psychoses délirantes, que je dirais chroniques. Donc on prend un tel individu et on lui donne le pouvoir. On détecte ce type d'individu, des personnes qui sont prêtes à tuer père et mère et tous leurs concitoyens s'il le faut pour le pouvoir. Quand on détecte des gens pareils, on les soutient avec la radio coloniale, on leur donne les moyens, on les soutient militairement. Ce sont aussi souvent des personnes, comme le cas du Togo, des personnes qui se disent héritiers de trône, des personnes qui n'ont jamais travaillé de leur vie, qui estiment qu'ils méritent le pouvoir, ils doivent exercer le pouvoir parce qu'ils ont une sorte de droit divin, et qui fait que les autres, ils doivent diriger les autres. C'est le cas au Maroc, on va dire, bon, là-bas nous avons un système de royauté où on peut gérer par sa naissance, mais au Togo, au Congo, où il y a les Kabila, à l'autre Congo où on prépare des fils pour les mettre au pouvoir. Donc, ce sont des individus pareils qui se disent que, où la France se dit que celles-là, elles ne peuvent rien faire d'autre si ce n'est pas le pouvoir. Et donc, on les met au pouvoir, on peut même les soutenir, et c'est ceux-là qui attirent le pouvoir. Souvent aussi, ce sont des voleurs, ce sont des individus cupides, ce sont des individus d'une vénalité connue. Quand vous voyez des chefs de guerre qui présentent des Ferrari, qui présentent des Lamborghini, qui ont des parkings, de stockage des véhicules dignes de concessionnaires auto, on sait que ce sont des personnes qui sont plutôt matérialistes et sensibles à ce genre de choses. Et donc quand on donne du pouvoir à ce genre de personnes, vous pensez quoi? Qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont chercher plutôt à rester là au pouvoir, parce qu'elles se disent que c'est le pouvoir qui leur permet d'avoir ces privilèges parvenus là. On ne va pas mettre quelqu'un qui a une certaine distanciation vis-à-vis du matériel au pouvoir, parce qu'on s'est dit qu'il peut échapper au contrôle. Souvent aussi, ce sont des personnes qui ont commis des crimes et pour qui le pouvoir garantit une sorte d'impunité et d'immunité. C'est le cas de la Côte d'Ivoire aussi, ou le cas d'autres pays où des individus, des anciens chefs de guerre ou des seigneurs de guerre, ou des individus qui dirigeaient les volets politiques ou des branches politiques de rébellion, qui ont commis des crimes, qui sont poursuivis, sont aidés. On les encourage d'ailleurs à dire, écoutez, il faut prendre le pouvoir, parce que pour ces personnes, aujourd'hui le pouvoir est devenu une sorte de garantie d'impunité et d'immunité. Voilà, donc des profils pareils, des profils d'individus qui sont manipulables, des profils qu'on peut faire chanter, qu'on met à la tête des États africains, on les appuie, et ces individus-là se disent qu'ils doivent mourir au pouvoir. Souvent, ce sont aussi ce qu'on appelle des bébés de la République, des gens qui vivent au lait et au biberon de la République, comme des gens comme les Bédiers, qui depuis 23 ans sont dans la République, ils ne travaillent pas, ils ne font rien de bon, ils sont nourris, logés, leurs femmes et enfants sont logés par la République. Ces individus pareils se disent écoutez, ils ont toujours vécu par le pouvoir, aux frais de la République, et ce sont ces individus pareils qui sont détectés, mis au pouvoir, donc une sorte de place de notable, prête à tout, y compris à brader leur pays, pourvu qu'on les aide à se maintenir au pouvoir. Donc, aujourd'hui, en France, les sociologues, les spécialistes africains et autres détectent ce type de profil, on leur apporte l'assistance et on les met au pouvoir. Et qu'est-ce que vous attendez de ce genre d'individus? C'est de prendre leur part, de vivre dans un luxe insolent et de donner la part de ceux qui les maintiennent et les protègent au pouvoir. Voilà une des réalités. Et quand par hasard ou par une élection qui échappe au contrôle, un individu qui aime véritablement son pays, qui est distant vis-à-vis des privilèges et autres acteurs de pouvoir, qui veut donner l'indépendance véritable à son pays, souvent ce sont des rébellions qu'on organise pour le dégommer de là.
Et aujourd'hui, la France a les moyens de dégommer tous les chefs d'État africains. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure, avec des dispositifs comme Galileo, qui leur permettent de voir les différentes positions, de donner des informations à tel camp contre tel autre. Mais quand quelqu'un du ciel peut voir ta position, quelle guerre tu peux mener contre cette personne? Voilà, ce sont des réalités qui sont là. Donc notre continent est maintenu dans le sous-développement, en partie, je dis bien en partie, mais pas en totalité, à cause de la France, qui a une action de néocolonialisme d'État, souvent, dans nos pays, avec son armée qui est là. Bien entendu, il faut comprendre cela, que faisant partie des facteurs, l'un des facteurs externes qui explique le sous-développement de nos pays, mais ce n'est pas l'unique facteur. Il y a aussi des facteurs internes qu'il faut pouvoir connaître, qui maintiennent nos pays dans le sous-développement, et ces facteurs-là sont bien entendu nombreux, donc on ne va pas que accuser la France. Donc parmi ces facteurs, il y a des facteurs qui pourraient être appelés des facteurs culturels et sociaux, le niveau des mentalités à la limite pré-rationnelle dans certains de nos pays, des croyances aux chamans, aux sorcelleries, le poids des religions. Vous voyez comment les religions aujourd'hui dans nos pays impactent sur la gestion du politique, où on peut prendre des religieux pour aller calmer des populations. Il y a le poids des coutumes et de nos cultures, et il y a la gérontocratie, la soumission au roi. Donc il y a plein de facteurs, je ne vais pas citer tout ça, le tribalisme, l'ethnicité et autres, donc les problèmes identitaires, tout ça qui font partie des facteurs internes. Il y a des facteurs liés aussi, que j'appelle des facteurs personnels, qui sont par exemple la question des dirigeants égocentriques, des dirigeants corrompus. Je vous ai parlé de malades mentaux et de mégalomanes, comme ceux que j'ai cités, pour qui c'est de façon naturelle qu'ils doivent diriger leurs concitoyens. On a donc tous ces facteurs-là, en plus des facteurs institutionnels qu'il faut adjoindre aux facteurs néocoloniaux que j'ai cités au niveau de la présence de l'armée française. Donc il ne faut pas avoir une vision un peu trop, je dirais, accusatrice ou exclusivement accusatrice de l'armée française et des intérêts français qui sont défendus par cette armée. Nous avons des causes internes, des causes qui impliquent les Africains eux-mêmes, qui rentrent en ligne de compte dans l'explication de leur sous-développement de leur État. Et l'autre dirait, comme disent les Chinois, l'arriération est mentale. Donc la libération aussi est mentale. Docteur Doumbia Major, président du Congrès panafricain pour le renouveau, merci de nous accorder cette interview en direct depuis Paris. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Merci également à Eric Alovo pour la technique. Je suis Bill Émile Davolk au micro. Nous vous retrouverons dimanche prochain à 19h temps universel pour un autre numéro de Visage d'Afrique. D'ici là, portez-vous bien. Restez toujours câblés, scotchés sur les www.fmliberté.com ou sur le 312 348 51 59. FM Liberté, c'est la radio de la diaspora africaine. Nous émettons depuis Chicago aux États-Unis. FM Liberté, un autre son de cloche. www.fmliberté.com